Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo accompagnée de Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Lettre des Affranchis, et Charles Sana, éditorialiste économique dont vous pouvez retrouver toutes les analyses sur le site insolentiae.com. On vous a à nouveau réunis tous les deux pour faire le point sur l'évolution de la situation politique en France. Donc ce jeudi 6 février, le projet de loi de finances de l'État français pour 2025 a été officiellement adopté, 7 semaines après l'entrée en fonction de François Bayrou. Ce dernier a choisi de recourir à l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer le budget sans vote parlementaire. Alors Charles, est-ce qu'on peut se réjouir d'avoir enfin une ligne directrice claire en matière de finances publiques? Et surtout, la France a-t-elle réellement une chance de faire des économies? Non et non. Voilà, merci. Fin de l'émission. Et plus sérieusement, parce que vous me connaissez tous, affirmation ne valant pas argumentation, on va expliquer un petit peu. Alors, ce budget, d'abord, il n'est pas bon. Il n'est pas bon parce que globalement, et on aura le temps de disserter avec mon camarade Philippe sur ce sujet-là, mais c'est globalement que des hausses d'impôts. Voilà. Donc bon, augmenter les impôts, ça c'est la seule chose affligeante que savent faire nos dirigeants depuis 40 ans. Nous sommes le pays le plus taxé au monde, à un moment où l'Allemagne envisage un impôt sur les sociétés à 10%, à un moment donné où le Portugal parle de 15%, à un moment donné où les États-Unis vont le baisser à 15%, eh bien, nous, notre camarade commissaire politique préposé à l'économie décide de passer l'impôt sur les sociétés à 40%. Et oui, vous comprenez, d'après les actualités, c'est fait pour renforcer la compétitivité extraordinaire de notre nation. D'ailleurs, jamais la France n'a autant réindustrialisé, a déclaré notre maréchal président, grand timonier du palais de l'Élysée, hier lors du sommet de l'intelligence artificielle, qui est réellement très artificielle ces derniers temps dans notre pays. Voilà, bon. Donc on est Moi j'ai les poches vides. Nous sommes dans un délire fiscal complet. Donc voilà, je le dis avec humour et en riant. Il faut en rire. La France est en train de devenir la Corée de l'Ouest. Hein, vous savez qu'on n'a pas le droit de dire oui, mais t'as qu'à aller en Corée du Nord. Voilà, histoire de faire taire tout débat. Donc, afin de pouvoir réouvrir le débat, je propose d'introduire cette notion et cette idée de Corée de l'Ouest qui est moins clivante que cette idée de Corée du Nord. Et donc, la Corée de l'Ouest est une grande démocratie, la France, avec des grandes institutions françaises, avec un maréchal camarade président Mozart de la finance à la tête de 308 milliards d'euros de dette. Heureusement qu'il est un Mozart de la finance. Et dans ce pays qu'on appelle la Corée de l'Ouest, nous avons la taxation la plus élevée après, évidemment, le grand frère post-soviétique, Corée du Nord, que tout le monde connaît bien. Nous en sommes très fiers, hein, nous en sommes très fiers. Et si vous écoutez le camarade commissaire à l'économie, qui est vraiment un camarade commissaire à l'économie, avec cette culture de camarade commissaire, ben c'est pour sauver le modèle social français, ce modèle social où vous attendez 90 heures sur un brancard dans un hôpital délabré, avec du personnel dépassé pour mourir tranquillement dans un brancard isolé et sombre, sans soin. Voilà, c'est ça aujourd'hui la réalité de notre modèle N'oublions pas les social. courants d'air dans le couloir, hein. Et n'oublions pas les courants d'air, Philippe pourra témoigner de ce qui se passe pour l'avoir vécu. Donc, si vous voulez, est-ce que ce budget, il est bon? Non. Est-ce qu'il fallait le voter? Non. Est-ce qu'on est content de l'avoir? Non. Est-ce qu'il va aller vers plus de déficit? Oui. Est-ce qu'on va réussir à réduire le déficit cette année? Non. Est-ce que le déficit de cette année sera supérieur au déficit de l'année précédente qui était déjà exceptionnellement élevé? La réponse est probablement qu'il sera plus élevé cette année que l'année dernière. Est-ce qu'on est en train de perdre les pédales et de perdre le contrôle des finances publiques? Oui, nous sommes en train de perdre le contrôle des finances publiques. C'est ce que consacre ce budget.
Et c'est sans doute le plus grave. Alors à très court terme, tous les bien-pensants poussent un ouf de soulagement. Ah, on a un budget. Bon, ah, nous habemus papam, habemus budgetam. Hein, nous avons un budget, donc nous sommes sauvés. Voilà une fumée blanche. La réalité, c'est que ce budget consacre en réalité la perte de contrôle de la maîtrise des finances publiques à l'heure où il se passe ce qu'il se passe aux États-Unis avec Elon Musk qui passe à la paille de fer toutes les dépenses. Je peux vous dire qu'à la fin de l'année, on va apparaître pour ce que l'on est, à savoir une bande de nuls, pas courageux. Voilà, ça c'est pour pas dire de gros mots, pour pas que nous soyons censurés sur YouTube. Alors Philippe, comment on explique un tel décalage entre justement les États-Unis qui voilà, qui vont vers vraiment moins de réglementation, moins de régulation, et l'Union européenne qui s'enfonce dans une bureaucratie sans fin? Mais parce que nous sommes très différents, nous avons une vision du progrès social et de la société idéale. Et la société idéale a un coût, voilà. Donc, on ne veut pas se retrouver comme les Américains à se voir refuser l'entrée de l'hôpital si on n'a pas une carte de crédit avec un compte approvisionné. Pour reprendre une image que tout le monde connaît, bon, sauf que pour avoir été aux États-Unis, alors vous savez que vous pouvez avoir accès à des soins quasiment gratuits moyennant parfois plusieurs heures de queue. Si vous voulez être traité rapidement, être examiné, passer au scanner ou ce que vous voulez, là, ça va vite, mais l'addition monte encore plus vite. Donc aux États-Unis, on a bien une médecine à deux vitesses que nous avons également en France, parce qu'aujourd'hui, effectivement, quand on a non pas un bobo, mais un problème un petit peu peut-être complexe et qu'on doit passer des examens, préparez-vous à passer pratiquement 2 jours non-stop dans les services de l'hôpital, sans soins, sans antalgique. Moi, ça a été mon cas. J'ai eu j'ai eu un petit accident et on m'avait promis qu'on allait me mettre un antalgique que je n'ai jamais reçu. On m'a fait passer 2 examens totalement inutiles, alors que, a priori, le diagnostic était assez rapidement posé. Mais non, c'était le protocole. Il fallait d'abord passer par la radio, ensuite passer par je ne sais. Incroyable, incroyable, la perte de temps et d'argent. Donc, c'est sûr, la prochaine fois, bah, je vais directement à l'hôpital américain. Ça me coûtera peut-être 400-500 euros, c'est-à-dire beaucoup moins cher qu'aux États-Unis quand même. Mais enfin, on peut plus se faire traiter de la sorte par des gens à la fois incompétents, qui ne vous prennent pas en charge. Maintenant, on ne trouve plus une maternité. Dans certains départements, il faut faire entre 80 et 120 kilomètres pour avoir une maternité, jusqu'à 200 kilomètres pour aller passer un IRM, parce que celui, je ne sais pas, de La Rochelle, il est booké jusqu'à juin, et si vous avez un truc un peu urgent, il va falloir que vous alliez à Nantes. Enfin, je pourrais multiplier les exemples. Donc, notre fameux modèle que l'on prétend sauver à coup de fiscalité, d'impôts supplémentaires, notre modèle, il est déjà mort et enterré depuis très longtemps. Et plus on paye d'impôts, moins notre modèle fonctionne, moins les trains sont à l'heure, plus les délais s'allongent dans les tribunaux de commerce quand on a un litige. Je peux multiplier les exemples. Plus rien ne fonctionne. Et en réalité, on s'aperçoit que une des causes des dysfonctionnements pour l'entreprise, cette fois-ci, puisqu'on en parlait avec Charles, hein, de l'abaissement de la fiscalité pour les entreprises qui produisent aux États-Unis, hein, qui vont voir leur impôt réduit de 26 à 15. Pour celles qui produisent depuis l'étranger, ce n'est pas le même régime, mais en tout cas, produisez aux États-Unis et les impôts seront abaissés à 15. En France, les impôts augmentent et en plus de ça, les normes, les CERFA, tous
toutes les enquêtes dont vous faites l'objet en tant que chef d'entreprise, sur le bien-être dans l'entreprise, sur des questions de sécurité, etc. Tout s'alourdit, ce qui veut dire que non seulement vous payez plus d'impôts, mais vous passez également beaucoup plus de temps à remplir de la paperasse. Et c'est exactement ce qu'on observait dans ce budget 2025, où d'un seul coup, on abaissait de 85 000 à 25 000 la franchise sur la TVA, 85 000 si vous vendez des biens, de 37 à 25 si vous vendez des services. C'est passé, heureusement, derrière, ça a provoqué un tel tollé que ça a été retoqué, mais ça avait été glissé à la sournoise dans le budget 2025. C'était encore un coût porté aux entreprises. Et je ne sais pas si cette disposition, c'est elle qui a emporté l'adhésion du PS, qui a refusé de censurer le gouvernement. N'empêche que tout ce qui plombe le contribuable citoyen, l'entrepreneur, tout ce qui plombe a été approuvé et jugé donc non digne d'être censuré par le PS. Et ce que je trouve extraordinaire, si vous voulez, c'est que le budget original Barnier prévoyait une enveloppe de 300,7 milliards au titre des régimes de retraite, 300,7 milliards, mais ce n'était pas indexé, ce qui a valu une motion de censure. Monsieur Bayrou ne commet pas la même erreur et rétablit donc l'indexation des revenus des personnes, enfin des retraités, sur l'inflation. Et devinez quel est le montant de l'enveloppe avec les retraites indexées. Je laisse 3 secondes. 300,7 milliards. Donc, on a censuré M. Barnier pour un budget retraite de 300,7 milliards non indexé. De l'autre côté, vous avez le gars qui vous dit, mais on va quand même l'indexer. Et là, ça revient à 300,7 milliards et là, ça passe. Enfin, je sais pas si on est dans le Gorafi ou si on est dans une mauvaise dystopie, mais il n'y a rien qui va parce que le logiciel de base, que je vous le résume avant de repasser la parole à Charles, donc notre modèle social, notre modèle de prise en charge médicale, etc., tout est mort, mais on fait comme si c'était encore optimal. Et donc, pour maintenir tous ces services agonisants, on augmente les impôts et on augmente la charge administrative pour des entrepreneurs qui n'en peuvent déjà plus. En tout cas, pour le micro-entrepreneur ou pour le patron d'une PME de 10, 20 salariés, il va passer un tiers de son temps sur de l'administratif au lieu de le passer avec ses meilleurs clients ou aller, je ne sais pas, en Italie, en Allemagne, voir ses fournisseurs. Euh, enfin, je pense que il n'y a rien à garder dans le budget 2025 parce que le logiciel qui le sous-tend est complètement déconnant. Désolé, hein. Alors Charles, vous dites justement que nous sommes à l'aube d'un basculement systémique, une forme d'effondrement du système dans sa totalité. Quel sera l'élément déclencheur qui va vraiment acter cet effondrement? L'élément de... Alors, je fais partie de ceux, j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, sur l'effondrement vient de commencer. Donc, mon analyse de la situation, c'est que l'effondrement vient de commencer parce que nous avons eu l'élément déclencheur, Marie-Constance. L'élément déclencheur, c'est l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Voilà, donc ça, c'est l'élément déclencheur qui, et je vous disais tout à l'heure en introduction, nous fait apparaître pour ce que nous sommes, c'est-à-dire des nuls pétochards, pas courageux, indécis et impuissants. Alors, je crois que j'ai à peu près, j'ai à peu près brossé le portrait de ce qu'est la réalité de l'action politique aujourd'hui en France par rapport à ce qu'est Donald Trump. Enfin, pas ce qu'est Donald Trump. En fait, Donald Trump en lui-même, on s'en fiche. Ce qui est intéressant en termes analytiques, c'est ce qu'il incarne, ce qu'il montre, ce qu'il démontre. Philippe vient de vous parler d'un logiciel qui était cassé.
Donald Trump, à propos de logiciels cassés, arrive et dit je vais récupérer Gaza et je vais construire des Trump Towers partout à Gaza et je vais en faire une nouvelle Riviera. Alors, qu'est-ce qu'on n'entend pas? C'est affreux, c'est horrible, c'est machin, etc. Et vous avez le droit de le penser. Et je suis pas là, moi, pour dire aux gens ce qu'ils doivent penser et comment ils doivent bien penser dans un sens ou dans l'autre. J'essaie juste de partager des réflexions et des analyses avec eux aussi imparfaite soit-elle, mais j'essaye de penser, de faire penser et qu'on essaye de penser tous ensemble. Ce qui était très intéressant, ce n'était pas tant les propos de Donald Trump, et je comprends qu'il puisse choquer, ce qui était très intéressant, c'était les précisions apportées par la porte-parole de la Maison-Blanche, qui a dit, cela fait des décennies qu'on a un problème israélo-palestinien. Et quelqu'un avait résumé le problème israélo-palestinien en disant trop d'histoire et pas assez de géographie. C'est terrible hein, comme résumé de la situation. Énormément d'histoire, énormément de drames, énormément de malheurs évidemment. Et puis de l'autre côté, une géographie tellement restreinte que personne n'arrive à trouver sa place. Et elle dit Donald Trump est un homme qui est capable, et c'est le seul président qui est capable de penser out of the box, donc de penser en dehors des schémas traditionnels de pensée. Et donc, Donald Trump, lui, il arrive en disant, voilà, ça fait des décennies qu'on a un problème avec trop d'histoire, pas assez de géographie. On ne peut pas régler le problème de trop d'histoire, hein, parce que trop d'histoire, on ne va pas l'effacer. Les drames, on ne va pas les effacer. Les morts, on ne va pas les ressusciter. Donc, nous ne pouvons travailler que sur un seul paramètre, la géographie. Alors la géographie d'Israël, Gaza, etc., c'est tout petit, mais la géographie autour, il y a vachement de place. Donc, on va traiter le problème à la racine et on va trouver un accord pour déplacer les Gazaouis et leur assurer un avenir bien plus radieux, mais ailleurs, pour que ce soit possible et pour enfin en terminer avec cette succession de drames à travers des décennies et des décennies et des décennies. Est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas. Je suis pas gazaoui, moi. D'accord? Je suis ni gazaoui ni israélien. Donc, je me garderai bien de faire des leçons aux uns et aux autres. Ce que je sais en revanche, c'est que d'un point de vue analytique et d'un point de vue réflexion, là, on introduit quelque chose de nouveau, ça c'est incontestable. On introduit ce qu'on appelle un game changer, donc quelque chose qui change complètement la situation, potentiellement. Alors ça peut être absolument dramatique, comme ça peut s'avérer peut-être une solution permettant à des millions de gens de retrouver une vie complètement digne et pas dans une prison à ciel ouvert qui était devenue Gaza, qui en plus maintenant est une prison à ciel ouvert et en plus un tas de ruines et un tas de cendres avec des milliers de morts. Donc tout ça est extrêmement intéressant en termes d'analyse, en termes de raisonnement, et quand on parle de changement, de basculement, c'est ça dont on parle. Et aujourd'hui, Donald Trump, arrivant à la Maison-Blanche, avec toute son administration, ce que vous voyez sur Gaza, qui est peut-être l'exemple qui peut sembler le plus extrême, s'applique à la totalité du champ décisionnel. Vous avez la même chose pour la fin de la mondialisation, pour les relocalisations, pour la réindustrialisation américaine, pour la fiscalité et la taxation, pour la chasse aux dépenses, pour le rétablissement des comptes publics, pour la chasse au wokisme, pour le fait de faire Make America Healthy Again, qui est le pendant médical de Make America Great Again, mais Healthy Again, que ce soit en termes psychologiques ou en termes physiologiques. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est un game changer sur toute la chaîne de décision. Et si enfin on termine, je vais terminer mon propos par cette dernière idée que je souhaite partager avec ceux qui nous écoutent, vous avez le retour aux États-Unis de la décision politique. Je ne vous dis pas que c'est bien, que c'est mal, que vous devez être pour, vous devez être contre. Les choses, elles sont nuancées. Il y a des mesures, vous serez pour, des mesures, vous serez contre, des mesures qui vont vous faire frémir, d'autres qui vont vous faire sauter de joie. Peu importe vos convictions. Ce sur quoi on doit s'accorder tous, c'est l'observation du retour de la décision dans la politique. Et ça, c'est extrêmement fascinant d'observer ce que dit Trump. Il arrive, il signe des décrets.
D'accord? Tous les jours, il signe des décrets. Ça veut dire que tous les jours, il décide. Alors, il décide sur le retour des pailles en plastique. Vous avez le droit de penser que vous allez sauver l'humanité, la terre-mère Gaïa, en faisant la chasse au plastique dans la paille, alors qu'objectivement, tout est en plastique. Donc s'occuper des pailles, c'est vraiment l'histoire de la paille et de la poutre, hein. On interdit les pailles pour pas s'occuper des poutres en plastique, puisque tout ce que nous utilisons à peu près aujourd'hui est en plastique. Mais luttons contre les pailles en plastique, si ça peut faire plaisir à certains. Bon. Et donc Donald Trump, il arrive et il dit, moi, toutes ces âneries, tous ces mensonges, toutes ces foutaises, avec moi, stop. D'accord? Donc avec moi, un chat, c'est un chat, une vache, c'est une vache, un taureau, c'est un taureau, le ciel, il est bleu, l'eau, ça mouille, le feu, ça brûle, d'accord? Et on ne me fait pas croire l'inverse, et on ne me fait pas imaginer un seul instant que je doive penser que le feu ne brûle pas, que l'eau est sèche, hein, et que le ciel doit être rouge. Bon, et que je doive trouver ça normal. Et donc Donald Trump, il remet au cœur de son action politique deux choses, la vérité, la vérité. Hein. Oh, la vérité, ça dépend quand même. Gna, gna. Ça dépend parce que la vérité, ça, il y a autant de vérité qu'il y a de gens. Non, 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 il n'y a pas autant de vérité qu'il y a de gens. Le feu, ça brûle, l'eau, ça mouille. Alors effectivement, dans certains esprits un petit peu complexes, dirons-nous, il y en a qui aimeraient penser que le feu puisse être froid et que l'eau puisse être sèche. La réalité, c'est que le feu brûle et l'eau mouille, et j'espère que tout le monde comprendra cette métaphore pour tous les autres sujets qui évidemment elle concerne. Donc, il met au cœur la vérité et le retour de la vérité, et il met au cœur la puissance de la décision publique. Diriger, c'est prévoir, ok, mais diriger, c'est décider. Si vous ne décidez pas, alors ce sont les autres qui décident pour vous. Diriger, c'est décider. Et Donald Trump remet au cœur de son action la décision. Vous vous rendez compte un peu la puissance qui émane de cette capacité à décider, une capacité à décider que dans un monde complètement, euh, si vous voulez, qui a été complètement émasculé dans sa dimension du chef, d'accord? Euh, Vous écoutez un homme politique français, on peut pas, c'est compliqué, c'est pas possible. Vous comprenez, il y a telle loi européenne, il y a telle réglementation, on peut pas, on ne peut jamais. Et donc, on a d'un côté des impuissants et de l'autre côté une puissance décisionnelle. D'un côté, une impuissance et une incapacité à décider, ce qui fait que la France est ballottée et que les Français, dans toutes leurs, vraiment dans toutes leurs composantes, si vous voulez, d'accord? Quelle que soit votre position sur la palette de la religion, de la couleur, de l'origine, etc., peu importe, nous sommes ballottés à tout vent. Pourquoi? Ben parce que au niveau des capitaines et au niveau de l'équipage, personne ne sait décider et personne ne sait plus décider. Et vous savez quoi? Décider, ça paraît dans le monde qui est le nôtre comme quelque chose d'extrêmement violent. Mais pourtant, décider, c'est la seule solution pour maîtriser votre destin. Et ça s'applique aussi bien aux nations que ça s'applique aux individus de manière individuelle et personnelle. Si vous ne décidez rien pour vous, alors les autres décident pour vous. Si vous ne décidez pas de rester avec un conjoint ou de sortir avec un conjoint, si vous ne décidez pas d'avoir des enfants ou de ne pas avoir des enfants, si vous ne décidez pas de changer de travail ou de ne pas changer de travail, si vous ne décidez pas d'acheter tel objet ou de ne pas l'acheter, si vous ne décidez pas de faire telle économie ou pas telle économie, si vous ne décidez pas de placer votre argent ou pas de le placer, si vous ne décidez pas de faire tel investissement ou tel autre investissement, alors votre argent m'intéresse et moi, le banquier, je finirai par décider pour vous. Moi, le conjoint, je forcerai finalement un peu la main et je vous forcerai à rester avec moi. Et vous voyez ce que je veux dire? Et vous pouvez tirer la pelote comme ça. Si vous ne décidez pas dans votre vie, alors vous ne dirigez pas votre vie. Vous subissez, mais vous ne dirigez pas. Diriger, c'est décider. Et ce qu'il y a de fascinant actuellement, c'est vraiment le retour donc de ces deux choses, la décision
dans le politique et le rétablissement de la vérité, c'est-à-dire du mur de la réalité. Voilà qui est passionnant. Donc, l'élément déclencheur, Marie-Constance, pour moi, c'est celui-là. D'un côté, le retour de la décision et de la vérité aux États-Unis, et de l'autre côté, eh bien, nous continuons à incarner l'impuissance, l'indécision, et donc, par effet de miroir, notre effondrement est officiellement commencé. Alors, Philippe, est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que les États-Unis sont sur la bonne voie pour retrouver une forme de prospérité avec Trump, ou au contraire, ils risquent de se faire beaucoup d'ennemis avec cette volonté de dominer le reste du monde? Ah bah là, Trump, se faire des ennemis, je pense qu'il en avait déjà quelques-uns. Il y en a même un qui a essayé de lui coller une balle entre les deux yeux lors d'un meeting en juillet dernier. Plus un qui l'attendait tapis sous une haie pour essayer de le shooter sur son parcours de golf. Donc je pense que niveau ennemi, il a à peu près ce qu'il faut. Je ne sais pas si la France souhaite en faire partie ou pas, mais par exemple, hier, le vice-président américain, J.D. Vance, s'est retrouvé dans la cour de l'Élysée, au pied des marches, avec personne pour l'accueillir, même pas un bagagiste, hein, comme pour Macron lorsqu'il a débarqué en Chine. Euh, il est arrivé et le protocole n'avait pas prévu que au moins un ministre ou qui que ce soit l'accueille. Donc, j'imagine que cette marque de mépris de la part de Macron, qui par contre est allé accueillir Narendra Modi, je pense que cette marque de mépris, elle sera évidemment retenue, analysée. Donc, si on voulait se faire un ennemi des États-Unis euh, avant l'élection de Trump, peut-être que, on n'avait pas encore fait tout le nécessaire. Je pense que depuis hier, ce que je qualifierais de faute diplomatique, mais qui, à mon avis, a une connotation délibérée, je pense que là, ça signifie effectivement que l'Europe veut ouvrir les hostilités avec les États-Unis. Voilà, bah, c'est juste qu'on n'en a pas trop les moyens, mais on est toujours dans l'affichage. Hein. Il faut prendre des mesures symboliques qui donnent à penser que l'Europe va pas se laisser faire, comme dit Jean-Noël Barrot, que chaque taxe que les États-Unis nous imposeront, on ripostera. Voilà, dans la bouche de l'ex-patron de l'Atlantic Council France, c'est-à-dire en fait, bon, l'Atlantic Council, c'est une des nombreuses branches de la CIA en France, hein, pour dire les choses très très clairement. Voilà, donc vous avez des gens au gouvernement qui appartiennent en fait, qui sont des marionnettes de l'État profond américain. L'État profond américain, c'est exactement ce que combattent Trump. euh, RFK, Elon Musk, etc. Donc il y a une guerre, pas seulement entre les États-Unis, l'Europe, la Chine, il y a actuellement également une guerre à mort entre les États-Unis et comment je pourrais appeler ça? Ils ont une version sombre, une version complètement inversée des valeurs des États-Unis. Alors, ceux qui représentent l'inversion de toutes les valeurs des pères fondateurs, s'appellent eux-mêmes les progressistes. Hein. C'est-à-dire que la subversion, elle commence déjà par le vocabulaire. Vous êtes progressiste, donc vous êtes contre la liberté d'expression, vous êtes contre la liberté des peuples à déterminer ce qui est bon pour eux, vous êtes contre la propriété privée, hein, vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. C'est pratiquement ce genre de déclaration qu'a fait le maire de Los Angeles, hein, Gavin Newsom, qui pour 2028 a annoncé que, on aurait une ville reconstruite, probablement sur le modèle de la ville des 15 minutes. Vous avez donc des gens en interne aux États-Unis qui sont encore, à mon avis, un risque, parce que tous ces gens-là n'ont pas été éliminés, désamorcés. Il y a encore des juges à l'intérieur des États-Unis qui, d'un contre-décret,
invalide tous les décrets de Trump. On n'en parle évidemment pas sur nos médias, parce que nos médias, à nous, on comprend aujourd'hui qu'ils ont été financés par l'USAID, c'est-à-dire, là encore, la branche OPEX, subversion, renversement de régime de la CIA, au travers des ONG, au travers des subventions à la presse. Donc, il y a encore des choses très, très puissantes qui viennent des États-Unis. Et en fait, nous, on va être on va être entre l'arbre et l'écorce. Donc un Trump qui lui dit, voilà, nous les États-Unis, on va redevenir protectionnistes. Nous l'étions en 1900 et nous étions riches. Il n'y avait pas d'impôt sur le revenu. Toutes les recettes fiscales venaient des taxes sur les importations. Donc d'un côté, vous avez Trump qui va pas nous faire de cadeaux, évidemment. Et de l'autre côté, vous avez l'État profond américain. Donc là aussi, on a encore affaire aux États-Unis qui, lui, tire complètement dans une autre direction. Alors eux, évidemment, c'est le logiciel tel qu'il nous est présenté par le World Economic Forum, hein. Dans l'idéal, on va plutôt vers le transhumanisme, vers la disparition de la propriété et surtout vers le contrôle total des foules et des peuples. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit bien en France. On voit que les progressistes ont vraiment pris le pouvoir dans la mesure où ils nous disent en permanence quoi penser, avec quel genre de paille boire notre coca, avant de monter dans une voiture où il y a 40 kilos de plastique, mais surtout pas la petite paille. Il faudra demander à certains de nos parlementaires si la coke, ça passe mieux avec la paille en plastique ou avec la paille en carton. Mais on a des gens qui nous disent en permanence ce que nous devons faire, ce que nous devons consommer, et qui, pour ce service rendu, hein, de prendre en charge chaque aspect de notre vie, disent bah, il faut évidemment augmenter les impôts et surtout, il faut que le peuple finance ma commission d'experts, mon comité Théodule. On est une quarantaine de personnes, on se vote un revenu de 100 000 ou 150 000 euros par an en fonction de notre niveau d'expertise. Et à la fin de l'année, après avoir partagé quelques réflexions dans des bons restaurants, qu'est-ce que nous produisons pour le bon peuple qui finance cette commission? Eh bien, ben non, bah rien. Alors ça, évidemment, aux États-Unis, ça existe et ça existe aussi. Vous avez cette administration qui devient tentaculaire parce que faut savoir que parmi les emplois créés sous l'administration Biden, il y a énormément, énormément de fonctionnaires, c'est-à-dire en fait d'obligés du système à qui on a dévolu un rôle, mais ils ne font rien qui soit utile à l'économie, une espèce d'administration tentaculaire qui se nourrit d'elle-même, qui nomme ses membres et les rémunère, et ça sur le dos du citoyen. Là, aux États-Unis, Trump vient de dire basta et Elon Musk est le symbole de la fin des gaspillages, des budgets accordés à des trucs complètement lunaires, absurdes. Et en France, nous en avons, je ne sais plus, 1200 entre les comités, les commissions, les ONG à qui on a confié des missions, l'ADEME, j'adore l'ADEME, c'est 3,5 milliards de budget, je crois. Et ces gens-là, on leur doit des tas de directives d'inspiration écolo. Euh, à l'intérieur de l'ADEME, on a des anti-nucléaires, sinon déclarés, voire carrément militants, qui ont torpillé en fait notre industrie et notre souveraineté économique. Bref, nous aussi, on a une sorte de deep state de gens qui jouent contre notre camp en permanence. Et bah, vous avez tous ceux qui, en plus ça, sont rémunérés et on ne sait absolument pas à quoi. Ils produisent même pas de rapport auquel le citoyen puisse avoir accès. Mais je peux vous dire que parmi ceux qui produisent des recommandations, etc., il n'y en a aucune qui va dans le sens de faciliter en France le business, la créativité, la recherche, etc.
Donc, partout, il y a des espèces de grosses méduses qui sucent l'argent du contribuable et juste pour grossir, pour devenir une encore plus grosse méduse. Et en plus de ça, c'est une méduse qui rêve de se mettre sur votre tête afin que vous ne puissiez plus penser autrement que ce que la méduse attend de vous. Donc ça, effectivement, c'est la deuxième rupture, je dirais, qu'apportent Trump et Musk, c'est que d'un seul coup, le bullshitage et les gaspillages de budget, c'est terminé. Mais avant de redonner la parole à Charles, je voudrais quand même faire part, moi, de ma réflexion sur le fait que Trump veut transformer la bande de Gaza en mare à gazo. Je dois dire que c'est assez créatif comme solution. Se dire, ben voilà, je vais me rendre propriétaire de la bande de Gaza et je vais en faire un mix de Riviera et de Atlantic City avec ses casinos. Euh, je dois dire que c'est peut-être une source d'inspiration pour d'autres pays. Je ne sais pas, imaginons que la Chine ait envie de reprendre totalement sa souveraineté sur Taïwan, souveraineté que personne ne lui conteste d'ailleurs, alors que la souveraineté américaine sur Gaza, à moins de considérer qu'Israël était le 51e État américain, ou inversement que les États-Unis sont c'est les 50 États qui sont un petit peu en coopération étroite avec l'État israélien. Bref, vous le prenez dans un sens comme dans l'autre, mais je ne vois pas où dans le droit international vous pouvez avoir un président qui dit, ben voilà, je vais racheter cette bande de terre. Alors oui, les États-Unis avaient racheté l'Alaska à la Russie pour, je crois, 200 millions de dollars or. Mais là, je ne sais pas comment dans le droit on va réussir à rendre ça conforme. Et si c'est conforme, alors eh bien, la planète va devenir un gigantesque Monopoly. Vous savez, quand à la fin de la partie, quand on s'est à peu près distribué toutes les séries marron, jaune, rouge, verte, bleu, et puis que bah, il y en a qui ont des séries incomplètes, ah bah alors, au moment où la partie s'arrête, et on se dit, bon, bah alors, ah, tu me files la rue Lafayette, moi je te donne l'avenue Henri Martin. Alors comment ça va se passer? Donc, alors les États-Unis ils vont mettre Gaza, la Pologne va reprendre Kaliningrad, la Chine va reprendre Taïwan. Est-ce que l'Argentine va reprendre les îles Malouines? Est-ce que la France va réclamer sa souveraineté sur Jersey et Guernesey, qui sont quand même beaucoup plus proches de nos côtes que des côtes britanniques? Le Groenland, alors qu'est-ce qu'on fait pour le Groenland? Il y en a un qui s'achète la côte Est et l'autre qui s'achète la côte Ouest. Non, mais il y a un droit international et là, je pense qu'on est en train d'assister à quelqu'un qui dit, bon, allez, comme là, la partie elle est bloquée, on va changer toutes les règles et on va essayer de faire avancer le jeu. Euh, je suis désolé, mais je pense que c'est très, très dangereux, hein. Voilà. Bon, alors évidemment, si on approuve ce que fait Trump, et ce n'est le cas de personne hein, sur la question de Gaza, mais si quelqu'un disait que oui, finalement, il faut avoir des solutions créatives pour sortir de problèmes, effectivement, qui durent depuis des décennies, il y a malheureusement parfois des solutions qui créent plus de problèmes qu'elles n'en résolvent. J'ai peur que pour Gaza, ça soit un peu le cas, à moins que demain, il y ait une dislocation de la Syrie, bah, elle est déjà disloquée d'ailleurs, et que, il y ait un accord avec le Qatar, la Turquie, l'Arabie saoudite et bien sûr les Palestiniens et tous ceux qui les représentent pour se dire, oui, la Syrie est prête à créer une zone où nous aurons de l'eau, un accès à la mer, de la sécurité, etc. Là, un accord international où tout le monde viendrait signer, pourquoi pas? Mais Trump, qui se croit dans une partie de Monopoly et dit, voilà, ça, j'achète et je transforme ça en Riviera et vous me déplacez les habitants dans une réserve ailleurs. Bon, c'est vrai que c'est très américain, hein, les Américains ont mis tous les Amérindiens dans des réserves
et ont déchiré, fait des confettis de tous les traités qui ont été signés entre 1800 et 1870. Voilà. Donc là, je veux dire que ce côté américain de Trump me paraît par contre très dangereux. Alors, Charles, est-ce que vous pensez aussi que Trump pourrait être en train d'ouvrir une boîte de Pandore et finalement ouvrir la voie à de nombreux conflits géopolitiques internationaux? Je pense qu'il veut pas l'ouvrir en fait, hein. Si tu veux, c'est à la Trump. Donc le mec, il arrive, il te pose un truc sur la table qui fait complètement hurler tout le monde. Et il y a de quoi hurler. Et en fait, ça a pour vocation à poser des enchères, à mettre une pression dans le cadre de négociations et à dire aux partenaires des pays arabes, Jordanie, Égypte, Liban, etc. Les cocos, moi, je peux imposer ce que je veux, en fait. Donc, si je veux récupérer Gaza, la mettre sous protectorat américain et y construire des Trump Towers, en fait, je peux le faire, quoi, parce que j'ai 25 porte-avions et que je peux vous taper dessus, vous aurez même pas le temps de comprendre quoi que ce soit. Euh, Donc ça, c'est Trump, en fait. Enfin, c'est Trump. Non, c'est les États-Unis qui fonctionnent comme ça. Après, est-ce qu'ils vont le faire? Je pense pas. Je pense qu'ils veulent effectivement trouver une solution négociée avec l'Égypte, la Jordanie, le Liban, ce qui reste de la Syrie, pour accueillir les Gazaouis qui feront un choix un peu là, un peu là, un peu là-bas, etc. Ils vont financer ça. Et il y aura un financement international pour les aider à reconstruire leur vie ailleurs. Et ça ne se fera que s'il y a un accord international. Et ça, je te rejoins, Philippe, hein. Trump, il va pas débarquer. S'il débarque à Gaza avec ses 25 porte-avions et ses Marines pour expulser Manu Militari, les Gazaouis, et les massacrer comme on massacrait les Indiens dans les réserves, ça va poser quelques menus problèmes. Alors Charles, est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que Trump pourrait être en train d'ouvrir justement une boîte de Pandore et ouvrir la porte à beaucoup de conflits finalement à l'échelle mondiale? Ça tombe bien. Je voulais rebondir sur les deux sujets passionnants que vient d'évoquer Philippe. Alors, il a évoqué d'abord la relation États-Unis-Europe avant là, et puis il a terminé sur Gaza et ce qui se passe à Gaza. Alors, Philippe a parlé du droit international en disant mais les Américains sont en train de s'asseoir sur le droit international. Je crois que c'est à peu près incontestable. Philippe a raison. Et il a raison de poser ça en disant attention, regardez, il s'assoit complètement sur le droit international. C'est une partie de Monopoly. Philippe a raison. Et il change complètement les règles pendant la partie. Et Philippe a raison. Et c'est hyper important d'insister là-dessus parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Mais c'est pas nouveau dans l'histoire, ça. Se partager le monde, changer les règles au cours d'une partie, ça s'appelle Yalta. D'accord? La dernière fois que les grandes puissances se sont partagées le monde, dans le cadre d'une partie de Monopoly, c'était la conférence de Yalta que à peu près tout le monde a pu étudier en cours d'histoire. Sauf que les gens ont étudié en cours d'histoire, mais ils n'ont pas compris ce que c'était qu'un processus d'une conférence de Yalta et qu'un processus de partage du monde. Ils ont juste appris, il y a eu une conférence, Yalta, ils se sont partagés le monde. Ouais, mais ils se sont partagés le monde avec 60 millions de morts, d'accord? Avec une deuxième guerre mondiale. Et donc, les parties de Monopoly, elles sont pas gentilles. Les parties de Monopoly, elles sont pas sympathiques. Les parties de Monopoly, dans la vraie vie, elles font beaucoup de morts, des millions de morts. Et la partie de Monopoly dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est exactement le même type de partie de Monopoly que ce que nos grands-parents ont vécu avec Yalta, enfin les grands-parents de la génération de Philippe et de ma génération. Pour les plus jeunes, c'est nous les grands-parents. Donc voilà, mais donc on a connu Yalta. Mais nous, nos grands-parents avaient connu Yalta, ils avaient connu la guerre. Et donc, voire même nos parents. Et donc, ce qu'il se passe aujourd'hui, les gens doivent faire le parallèle. Et encore une fois, qu'on me comprenne bien, je ne suis pas en train de dire c'est bien, c'est mal. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Je veux juste essayer de penser, et dans un monde où on n'arrive plus à penser, de penser quand même.
et donc de regarder les choses, même si elles sont gênantes, même si elles font peur, même si elles sont effrayantes, et même si on n'est pas d'accord. Parce que c'est la seule manière de pouvoir réfléchir. Et donc, ce qui se passe autour de Gaza, et encore une fois, je, je, je comprends que ça puisse choquer, que ça puisse effrayer, que ça puisse énerver, que ça puisse révolter. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est de voir ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est un Yalta. C'est un partage du monde. Et quand Philippe vous parle de la Chine et de Taïwan, Philippe, il a raison d'introduire Taïwan dans l'équation. Parce que Taïwan fait partie de l'équation. Et on pourrait même aller plus loin. Dans ce partage du monde, il y a aussi du partage d'argent. Et dans ce partage d'argent, il y a aussi les réserves de dollars chinoises, 3 000 milliards de dollars. D'accord? Mais est-ce que Taïwan ne vaut pas 3 000 milliards de dollars? Bref, vous avez les enchères qui montent, vous avez le monde qui a feu et à sang, on meurt à Gaza, on meurt en Ukraine, on ne meurt pas encore à Taïwan, mais on peut mourir demain à Taïwan. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'un processus de partage du monde est un processus par nature violent, par nature terrifiant et par nature bouleversant. Et donc, je voulais juste introduire ça en termes de réflexion auprès de tous ceux qui nous écoutent. Philippe a raison sur tous les sujets, et moi, je le résumerai en disant, c'est un processus à la Yalta, c'est un processus de partage du monde. Cette partie de Monopoly, eh bien, en fait, on ne sait pas encore qui va la gagner, qui a tout à fait les meilleures cartes, et nous n'en sommes pas tout à fait arrivés au bout, mais on voit bien qu'on s'en rapproche et qu'on se rapproche d'une solution négociée. Souvenez-vous, Donald Trump, fanfaron, moi, la guerre en Ukraine, j'y mets fin en 48 heures. Bon, ça fait quelques jours qu'il est quand même revenu à la Maison-Blanche, il n'a toujours pas mis fin à la guerre en Ukraine. Pourquoi? Bah parce que la guerre en Ukraine, processus Yalta, et la Chine, et l'Inde, et les grands équilibres, et les grands enjeux, et la grande répartition, et les grandes zones d'influence. Et qu'est-ce que fait Trump? Eh bien, Trump, dans ce cadre de négociation du futur Yalta, il veut le Groenland, il veut le canal de Panama, donc il veut faire son glacis géographique. Vous savez, l'histoire et la politique, c'est de la géographie. C'est aussi de la géographie. C'est de l'économie, mais c'est de la géographie. Souvenez-vous d'Adolf Hitler qui voulait augmenter son espace vital. Donc il voulait augmenter sa géographie. Il voulait avoir accès à des ressources et à des matières premières. Quand on veut prendre de la hauteur, on doit prendre en considération l'aspect géographique. Alors, oui, Trump, alors il y en a encore un là qui a dit Trump est un bouffon, hier Trump était un connard. Alors Trump, c'est ni un connard, enfin non, c'était Elon Musk qui était un connard, mais c'est pas grave, mais c'est ni des connards ni des bouffons. Vous pouvez ne pas les aimer, les trouver outranciers, mais enfin, ce qu'ils font est extrêmement cohérent. Et là, Donald Trump et son administration, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Eh bien, ils essayent de construire une forteresse géographique autour des États-Unis. Et cette forteresse géographique autour des États-Unis, elle inclut évidemment ce projet de Groenland ou ce projet de réannexion du Panama. Et globalement, ça va se faire. Est-ce que Gaza, c'est dans la forteresse américaine? Évidemment non. Est-ce que c'est un nid à problème? Évidemment oui. D'accord? Donc ils vont pas a priori aller occuper Gaza. Ça, c'est des enchères, c'est de la négociation. Et Philippe a tout à fait raison. Si demain l'armée américaine débarque à Gaza, c'est évidemment la boîte de Pandore qui s'ouvre. Et on peut raisonnablement penser que ce ne sera pas du tout le cas, et notamment pour ceux qui ont écouté ce qui a été mon cas, la porte-parole de la Maison-Blanche, elle a bien précisé, mais en se marrant, hein, en aucun cas il n'est question d'aller déployer des troupes américaines à Gaza, mais c'est le président Trump n'a jamais dit ça. C'est absolument pas dans ses intentions, c'est absolument pas ce qui va se passer. Trump est en train de négocier, de faire un deal. C'est le meilleur deal maker que nous ayons jamais eu. C'est le meilleur deal maker en anglais. Donc faiseur d'accord que nous ayons jamais eu. Et donc ce que Trump essaye d'obtenir, c'est un accord qui change la géographie du Proche-Orient. Et vous l'avez bien compris, en la changeant vers un agrandissement du territoire d'Israël. Et il y a un autre sujet dont on ne parle pas, ce sont les Palestiniens de Cisjordanie. Parce que
eux aussi, ils risquent de faire partie de l'accord, entre guillemets, et de cette partition du monde, de cette répartition du monde qui est en train de se faire sous vos yeux en sous-main, mais vous êtes en train, nous sommes en train de vivre un moment Yalta, un moment de répartition du monde. Et n'oubliez pas que le moment Yalta a été suivi d'un moment Bretton Woods, et nous aurons la même chose. Donc nous aurons le volet géographique, avec la répartition des territoires et des ressources, et nous aurons le volet financier avec un nouveau système monétaire, avec de nouvelles instances mondiales. Et Trump est d'ailleurs en train de défoncer, passez-moi l'expression, mais de détruire, de détricoter les instances qui étaient jusqu'à présent à l'œuvre. Donc, ce que nous vivons, il ne s'agit pas d'être pour ou contre. Ça, c'est des convictions personnelles de chacun. Mais quand on a une approche analytique des choses, il faut d'abord poser les sujets pour bien comprendre ce qui est en train de se jouer. Et puis après, une fois qu'on a commencé à comprendre ce qui se passe, on peut évidemment commencer à se forger une opinion. Mais d'abord, il faut comprendre ce qui se passe avant de pouvoir avoir la moindre conviction. Sinon, c'est des anathèmes, c'est des insultes. Ils aiment insulter Trump, super, extraordinaire, mais ça ne fait pas avancer chez Schmilblick. Ça, c'était par rapport au Monopoly qu'évoquait Philippe. Et dernière petite chose, Philippe faisait l'analogie avec l'achat de l'Alaska. Il y avait aussi l'achat de la Louisiane. Donc, les Américains ont culturellement l'habitude d'acheter les territoires. Ça leur pose aucun problème. Nous, ça nous surprend, mais eux, ça les surprend pas. Ils ont cette culture. Ça peut être choquant. Je dis juste, moi, je dis, et encore une fois, c'est pas de dire c'est bien, c'est mal. C'est de dire il y a des précédents historiques, il y a une culture économico-historico-géographique d'acquisition plutôt que d'invasion. Voilà, je dis ça, je dis rien. Est-ce que c'est mieux d'acheter Gaza que d'envahir Gaza? Est-ce que c'est mieux d'acheter l'Alaska que de bombarder l'Alaska? Bon, voilà, la question mérite peut-être quand même d'être posée. Donc voilà, en tout cas, il y a cette culture du pragmatisme chez les Américains. Ça peut nous choquer, mais c'est comme ça. Bon, en tout Pour cas, les revenir, Américains, s'ils ont effectivement préféré, bon, alors là, je crois que c'était Louis XVI qui a revendu la Louisiane. Je suis plus, je suis même, pas- je suis même je crois, non, mais oui, je crois que c'est Louis XVI. Les auditeurs, ils vont nous contrôler voilà. et ils nous corrigeront si nécessaire. Avant de racheter l'Alaska, je rappelle quand même que les Américains ont battu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois les Mexicains. Les Mexicains, ça leur a quand même coûté le Texas, le Nouveau-Mexique et le Nouveau-Mexique et une bonne partie de la Californie. Donc les Américains savent aussi un petit peu aller grignoter des terrains à droite et à gauche. Mais je pense que là, ce qu'il faut qu'on comprenne bien, et de quoi parle-t-on ou parle Trump quand on est dans le chapitre politique extérieur? On ne parle là depuis deux mois que de matières premières. Le Groenland. Qu'est-ce qui intéresse Trump? C'est probablement pas d'accompagner les pêcheurs inuits qui vont aller chasser le phoque. Donc, c'est les matières premières du Groenland. Il y avait la base tout au nord, la Thulé, qui est maintenant complètement désaffectée, mais qui pourrait redevenir effectivement une base qui permet de contrôler la circulation maritime dans le cercle arctique, ce qui intéresse beaucoup à la fois les Russes et les Chinois, parce que circuler par le cercle arctique, ça permet éventuellement de contourner le Panama. Alors pas toute l'année, mais en tout cas, si jamais Trump remettait effectivement la main sur le canal de Panama, actuellement, ces ports sont exploités par des sociétés hongkongaises. Donc, ça veut dire que ce sont bien les Chinois qui contrôlent le trafic du canal. Donc, Trump, pour lui, c'est insupportable. Mais là encore, c'est quoi? Qu'est-ce qui passe par Panama? Des conteneurs et des bateaux remplis de matières premières. Donc, on parle de matières premières pour le Groenland, on parle de matières premières pour le Panama, on parle de matières premières pour l'Ukraine
Et qu'est-ce qu'on comprend dans les dernières déclarations de Zelensky? C'est que, bon, si jamais la paix était signée, hein, bon, ça va finir par arriver, hein. Aidez-nous et alors nous, on vous offre nos terres rares. Bon, j'imagine que BlackRock et d'autres se sont déjà servis sur les terres ukrainiennes. Euh, la paix va se faire avec la Russie quand chacun aura bien mesuré quelle bille il va récupérer. Bon, BlackRock a énormément déjà investi. JP Morgan s'est déjà déclaré le banquier de la reconstruction de l'Ukraine, conjointement d'ailleurs avec BlackRock. En ce qui concerne les terres rares, bah, il va falloir faire un partage, hein, entre Poutine et Trump. Il va bien falloir qu'ils s'accordent pour en récupérer chacun un bout. Actuellement, il y a une guerre à l'est de la République démocratique du Congo, bah, qui a, là encore, j'imagine, comme enjeu le contrôle de la production de cobalt, d'or, etc. Cette guerre-là, elle existe, hein. Et c'est le tout petit Rwanda, et c'est un peu comme si la Suisse attaquait la France, hein, pour vous donner l'échelle, hein. C'est à peu près ça. Tant en population qu'en termes de taille de territoire. Et le Rwanda est actuellement en train d'envahir une bonne partie de la RDC. À nouveau, on ne parle que de matières premières. Et dans la guerre en Ukraine, quand vous écoutez les stratèges des 6 premiers mois, très proches de l'État profond américain, il y avait une stratégie, c'était de dire on déclenche une espèce d'abcès, de guerre, dans lequel la Russie va perdre et son âme et ses moyens économiques. Et fatalement, face à la ruine de l'économie russe, Poutine ne se maintiendra pas et on passera à la deuxième étape. La première étape du démantèlement de la Russie, ça a été que tous les pays de l'Est, qui étaient derrière le rideau de fer, repassent côté ouest et sont intégrés à l'OTAN. Donc l'Ukraine, allez, on va franchir la ligne rouge parce qu'on est sûr que là, il y aura la guerre. Donc, on va aller déclencher quelque chose en Ukraine. La Russie va s'effondrer. Et quand elle va se disloquer, deuxième dislocation après celle de 90, chute du mur, eh bien, les Européens se partageront les ressources pétrolières du Nord-Sibérie. La Russie enfin, le pays appelé Russie, ça sera un axe Saint-Pétersbourg-Moscou. Kazan redeviendra une capitale d'une république à dominante musulmane. Les Chinois récupéreront les terres du Nord, côté Kamchatka, etc. Il y avait déjà un plan pour se partager la Russie avec une seule thématique, une nouvelle fois, c'est se récupérer des matières premières. Et là, qu'est-ce que fait Trump, en fait? Il découvre que la Chine, elle a mis des tuyaux, des aspirateurs partout pour ramener des matières premières chez elle. Et nulle part, la Chine n'a installé une base militaire, n'a implanté une antenne secrète des services chinois pour renverser les régimes en place, etc. Et la Chine, elle a sécurisé toutes ces matières premières de façon, je dirais, diplomatique et commerciale. Et bien ça, c'est une vision du monde et c'est pour ça que les BRICS sont un succès, parce que c'est cette philosophie-là que la Chine essaye de mettre en avant, les routes de la soie, tout ça, on coopère tous, et on devient autonome en matière première, en énergie. Et les États-Unis, eh ben, eux, c'est ah mince, les Chinois, ils ont pris de l'avance dans la sécurisation de leurs ressources. Donc, nous, on va rétablir le truc. Allez, hop, le Groenland, c'est au Danemark, donc c'est à personne. Allez, hop, on le récupère. Le Panama, c'est nous qui l'avions financé au début du XXe siècle. Allez, hop, c'est à nous. L'Ukraine, bon, bah, avec Poutine, on va s'arranger, on va se la partager. Et on voit bien qu'on reste sur un truc très, très médiéval. Contrôler les matières premières.
Bon, du temps des Romains, il fallait contrôler les terres arables. À l'époque de Cléopâtre, l'Égypte, c'était surtout le grenier à blé de l'Europe. C'est, c'est devenu beaucoup plus aride aujourd'hui. Et c'est l'Ukraine aujourd'hui qui produit du blé. Mais à l'époque des Romains, il fallait sécuriser, il fallait que tous les Romains aient de quoi se nourrir. Et donc, l'Égypte était stratégique. Donc, on voit que les États-Unis restent dans une logique qui est quelque chose de très, très classique, sécuriser l'énergie, les matières premières, et donc le Canada, alors là, j'en parle même pas. Il y a à peu près tout ce qu'on peut vouloir au Canada. Euh, donc, qu'est-ce que Trump va faire avec le Groenland, le Canada? Il va certainement passer des accords commerciaux. C'est-à-dire qu'au départ, on menace effectivement de faire la guerre, et à la fin, il passera des accords commerciaux. C'est-à-dire, c'est ce que fait la Chine depuis maintenant plus de 30 ans. Dans cet échiquier et cette guerre pour avoir de plus en plus de matières premières, comment se positionne l'Europe? Est-ce qu'elle est en bonne position, au contraire, complètement lésée et mise de côté? Nous, on est dans une bonne position, hein. On a Ursula von der Leyen, la grosse commission de Bruxelles. Et donc, à la grosse commission de Bruxelles, on a décidé de mettre, alors c'était aussi valable dans les couloirs des palais de la République, on a décidé de mettre à genoux l'économie russe avec le succès que l'on connaît. Et hier, Jean-Noël Barrot, notre ministre des Affaires étrangères, étranger aux affaires, pour citer mon camarade Philippe, euh, a décidé de mettre, a proposé en tout cas de mettre l'économie américaine à genoux. Donc ceux qui connaissent un peu l'histoire regarderont quel est le dernier Européen qui a voulu affronter la Russie et les États-Unis en même temps, hein. C'était un Adolf H. Hein, et ça s'est pas très très bien terminé pour lui à ce moment-là. Donc l'idée de vouloir affronter simultanément, et ça reboucle avec le premier sujet qu'avait évoqué Philippe tout à l'heure, euh, vouloir affronter simultanément et mettre à genoux deux grosses économies que sont l'économie russe et puis l'économie américaine en même temps quand on est la France et Jean-Noël Barrot. Je pense qu'on a vu plus brillant comme stratégie et comme idée à la base. Je le renverrai aux guerres en Grèce et au siècle de Périclès et comment Athènes a périclité après Périclès avant de s'effondrer et d'être battu par Sparte, hein. Et donc notamment parce que la Grèce, enfin parce que Athènes n'a pas eu l'humilité suffisante d'adopter une stratégie militaire qui n'était pas une stratégie militaire de domination, hein. Donc Périclès voulait battre Sparte avec une stratégie qui était très indirecte, hein, et les Athéniens, après s'être débarrassés de Périclès, ont décidé d'affronter directement les Spartiates et ils se sont pris une pile. Et donc évidemment, c'est ce qui attend l'Europe puisque quand même, je le rappelle, nous sommes dans un continent qui, hormis la France avec ses centrales nucléaires, héritées du général de Gaulle, hein, c'est dire si quand même depuis le général de Gaulle, personne n'a d'idées dans ce pays. D'accord. Donc on disait on n'a pas de pétrole mais on a des idées. Maintenant on n'a ni pétrole ni idées, hein. Par contre on a un ramassis de nuls ventripotents qui se croient intelligents. Ça on a ce qu'il faut. Mais nous n'avons plus d'idées ni de pétrole. Justement, nous n'avons pas de pétrole. D'accord? Donc, hormis la France, toute l'Europe est extrêmement euh, sensible aux approvisionnements énergétiques. Or, je pense que il n'a échappé à personne qu'on s'est fâché avec Poutine. Peu importe, encore une fois, que ce soit bien, mal, etc. On s'est fâché avec Poutine. Ça a eu pour conséquence qu'il n'y a plus de pétrole russe ni de gaz russe. Super. Là, on a envie de se fâcher avec les États-Unis. Je vous rappelle quand même au passage, comme ça, juste pour vous faire un petit rappel, hein, rafraîchir des petites mémoires éventuellement défaillantes, que ceux qui nous ont fâchés avec Poutine ont décidé de remplacer le gaz russe et le pétrole russe globalement par soit du pétrole russe acheté en Inde, soit par du bon GNL, gaz liquéfié en provenance des États-Unis.
Donc aujourd'hui, nous avons remplacé le gaz russe, qui était pas cher, par du gaz américain, qui est très cher. Nos compagnies pétrolières ont enfin mis en place quand ça arrive liquéfié, il faut des terminaux pour déliquéfier, ce qui arrive par bateau. Bref, donc on a enfin mis en place les terminaux, les machins, les trucs, ils ont dépensé des fortunes. Donc vraiment, ce gaz GNL américain il nous coûte très très cher. Mais certains pensent que ce serait une bonne idée, maintenant qu'on a à nouveau un peu de gaz américain pour compenser le gaz russe, d'aller se fâcher aussi avec les Américains. Alors, je vais me permettre de vous dire ce qui va se passer, d'accord? Donc, ce qui va se passer, c'est ce que Trump a tweeté hier. Donc, Trump, sur son réseau Truth Social, il a retweeté une vidéo de Poutine. C'était après l'accueil par Vance, enfin, après le non-accueil de J.D. Vance, qui est en train de parler au moment où nous sommes en train de parler, et qui vient de faire une déclaration pas forcément très, très sympathique à l'ensemble des leaders européens qui étaient en train de l'écouter au sommet de l'intelligence artificielle à Paris, en leur disant vos menaces sur les sociétés américaines sont inadmissibles et inacceptables. Bon, alors, ceux qui veulent comprendre, comprendront. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, il a retweeté ce qu'a dit Poutine. Quand Poutine a dit, donc Donald Trump a retweeté le message de Poutine, quand Poutine dit, oh, un journaliste dans sa voiture, oh, de toute manière, vous savez, Donald Trump, les Américains vont dire aux Européens exactement ce qu'ils doivent faire, et ce sont des chiens qui rentreront à la niche. Coucou panier. Voilà ce qui va se passer. Et Trump vient de reciter ça. Comprenez, je vais tous les faire rentrer à la niche et ça va pas durer longtemps. Alors, Trump, c'est assez facile, hein. Les États-Unis, c'est la réserve fédérale sur laquelle il va lancer Elon Musk pour faire un audit. Autant vous dire que tous les programmes qui permettent à la BCE de faire un certain nombre de choses financées par la réserve fédérale américaine, ça va s'arrêter. Le financement des journaux et des médias français et européens de manière générale par l'USAID dont Philippe a parlé, c'est déjà terminé. Les ONG, il y en a une qui manque 120 millions de dollars américains. Elle a annoncé qu'elle cessait toutes ses activités, qu'elle fermait ses 20 bureaux en Europe. Ça va vite se terminer. Si on livre plus le GNL américain, ça va très très vite se terminer, surtout en Allemagne. Si on explique à Monsieur Macron qu'on a quelques agences de notation aux États-Unis qui pourraient, je ne sais pas moi par exemple, dégrader la note de la France subrepticement et créer une crise de la dette, l'espérance de survie politique d'Emmanuel Macron, elle se compte en heures, hein. Bon. Donc oui, les Européens vont se coucher et vont rentrer à la niche. Parce que quand on déclare une guerre, il faut avoir lu Périclès quand même. Et il faut savoir comment on peut gagner une guerre contre un ennemi qui est bien plus fort que vous. Et le problème, c'est que là, on n'a pas des philosophes au pouvoir, on n'a pas des gens qui ont fait leur humanité, on n'a pas des gens qui manifestement ont lu ni Sun Tzu, l'art de la guerre, ni Périclès et les guerres qu'il y avait eu dans la Grèce antique. Nous avons au mieux des abrutis suffisants qui sont imbus de leur personne, manquent cruellement d'humilité, croient en leur propre fiction imaginaire, c'est-à-dire qu'ils sont des autorités et des élus par le peuple. Ils sont rien de tout ça. Nous sommes dirigés par une espèce de ramassis minable, inculte et absolument incapable, qui en plus ont des défauts manifestes de caractère. Bon. Donc ces gens-là, quand soufflent les grands vents de l'histoire, je peux vous assurer qu'ils n'ont absolument aucune chance face aux grands vents de l'histoire. Ils seront balayés, d'accord, balayés. Et c'est ça auquel on va assister tout au long de cette année 2025. Ça a commencé un peu en Italie, hein, vous aviez évoqué le souverainisme, mais ça a commencé en Italie. C'est en train de se produire en Roumanie, hein, où le président qui avait été battu finalement vient de démissionner. Ça va sans doute en Allemagne provoquer un séisme dans quelques heures, dans quelques jours, sur les élections législatives allemandes. Il ne faut pas se leurrer, la prochaine cible en Europe des États-Unis, c'est la France d'Emmanuel Macron. Et le prochain qu'ils veulent faire sauter,
c'est Emmanuel Macron. Alors Philippe, est-ce qu'on pourrait avoir un retour au souverainisme en France ou au contraire c'est quelque chose qui est totalement inenvisageable aujourd'hui? Non, mais il n'y a pas de souverainisme envisageable tant que l'essentiel du personnel politique en France comme à Bruxelles, ce sont des globalistes et pour certains, enfin, complètement moulés dans le logiciel du World Economic Forum. Voilà. Et ce logiciel est absolument anti-souverainiste. Vas-y, je Juste, te... Philippe, Oui, juste à propos du World Economic Forum, 68 millions de dollars versés au World Economic Forum par l'USN. l'USAID. Et je me tais. Oui, Excuse-moi pour l'interruption. oui, je fais bien de le préciser parce qu'en fait, tout est lié. L'État profond américain, il est anti-souverainiste. En revanche, il a comme objectif euh, de créer une espèce de puissance supranationale qui se serait bien accommodée effectivement du démantèlement de la Russie, hein. Je l'ai déjà expliqué. Donc, il y a quelque chose, enfin, il y a des forces euh, opposées, antagonistes à l'intérieur des États-Unis qui sont à peu près de force égale. En Europe, le souverainisme a été littéralement éradiqué. Il ne fait pas du tout partie ou jamais partie d'un débat où on invite des gens qui ont un cerveau pour en parler. On n'en parle carrément pas. Comment est-ce possible d'avoir en permanence des gens qui viennent vous parler d'écologie punitive, de modèle social, voilà, progressiste, hein, ça veut dire qu'on prend aux riches pour donner aux pauvres. Ça, c'est le débat. Vous n'avez jamais, mais jamais un souverainiste invité. Donc là, il y a une éradication totale des souverainistes par invisibilisation médiatique, omerta, etc. C'est bien pire aujourd'hui de se prétendre souverainiste que de dire des choses qui font bondir tous les humanistes à propos des submersions migratoires. Vous pouvez même essayer de critiquer Netanyahou. On risque de vous faire traiter d'antisémite naturellement, mais encore, il y a le débat. Il y a des gens qui viennent s'écharper à la télé. Je pense au débat Ferry contre Cohn-Bendit, etc. On a encore le droit de débattre sur Israël, sur Netanyahou, la bande de Gaza, le socialisme, plus de socialisme, prendre toujours plus aux riches, empêcher les riches de prendre l'avion, de circuler en bagnole. Ça, vous avez tout ce débat, c'est tout à fait possible. La seule chose qui n'est pas possible, et que vous n'avez pas dans les médias, c'est un débat sur le souverainisme. Voilà. Donc l'Europe, les souverainistes, il a été décidé et ça a été exécuté avec une efficacité remarquable, sinon redoutable. Le débat sur le souverainisme est totalement impossible, écarté, encore plus interdit, je le répète, que d'aller discuter sur est-ce que Netanyahou est un voyou ou pire. Voilà. Voilà. Donc là, est-ce qu'en Europe, il y a des ferments de souverainisme? Bah oui, ça va ressurgir. Mais chaque fois qu'ils ressurgissent, on explique là qu'au nom de la démocratie, il faut annuler les élections. Donc vous n'avez non seulement pas le droit de parler de souverainisme, mais si jamais vous vous présentez et que vous avez, on ne sait pas par quel miracle, mais des gens qui sont prêts à vous suivre, là, vous avez des instances européennes et je pense que les États-Unis ont fait également partie hein, de la mouvance qui a conduit à à l'annulation des élections en Roumanie. Vous avez donc des instances supranationales, alors évidemment non élues, hein, on ne sait pas de quelle autorité ces gens se réclament, mais ils viennent vous dire nous empêcherons l'extrême droite de monter en Allemagne, nous empêcherons Mélanie, et ça avait été dit par Ursula von der Leyen avant qu'elle ne soit élue. Attention, si vous élisez Mélanie, ça va être terrible, ça va être une catastrophe. L'Italie perdra ses financements, etc. Donc vous avez
au nom de la démocratie, une ligne anti-souverainiste qui va jusqu'à faire annuler les élections là où le souverainisme arrive à faire une percée malgré l'omerta médiatique. Donc ça, c'est vrai que là, il y a une lutte à mort engagée entre Trump, Musk, RFK et les souverainistes, enfin les anti-souverainistes globalistes. Il faut avoir conscience de cet enjeu. Donc, est-ce qu'en Europe, le souverainisme peut changer quelque chose? Ça ne sera pas grâce à ses propres forces. Il va falloir qu'effectivement, il y ait quelque chose qui vienne d'un seul coup le soutenir de l'extérieur. Et là, bien sûr, on dira non plus c'est les Russes, parce que chaque fois qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est les Russes. Là, on dira oui, mais c'est Trump. Voilà, Trump, souverainisme, populisme, platiste, égale Hitler. Voilà, en gros, je vous fais le résumé du discours. On va très très vite de souverainiste à réduction ad Hitlerum. Hein, tout le monde le constate. Donc, je ne pense pas que le souverainisme aujourd'hui en Europe puisse faire grand chose pour nous. Enfin, c'est pas de là que va venir le salut. Mais effectivement, là, on est entre l'arbre et, enfin, oui, entre l'arbre et l'écorce. D'un côté, il y a l'ensemble BRICS, Chine, et de l'autre côté, États-Unis et probablement Canada, Mexique, etc., parce que l'ALENA, il ne va pas disparaître, hein, même si Trump s'agite un peu. C'est trop stratégique pour que les États-Unis puissent se permettre de créer le chaos dans l'ALENA. Et puis moi, il y a quand même un message. Alors là, je vais essayer de prendre encore plus de recul par rapport à ces histoires de souverainisme, etc. Euh, la Chine et les BRICS, ils ont une vision de on devient autonome. Je dis pas souverainiste, mais on devient autonome. On a toute l'énergie qu'il faut au sein des BRICS. Nous avons toutes les matières premières dont nous avons besoin au sein des BRICS. Donc, on n'a pas besoin d'aller faire une guerre pour aller en récupérer davantage. Nous les avons déjà. Ils ne vont pas créer la fameuse monnaie concurrente du dollar parce qu'ils savent que là, c'est un casus belli. Là, une ligne rouge que personne ne franchira. Mais là, la Chine vient de faire quelque chose qui, pour moi, est un message extraordinaire. Elle vient de dire aux compagnies d'assurance, bon, bah, les bons du trésor, tout ça, aujourd'hui, c'était quand même la base de l'épargne. Mais aujourd'hui, vous pourrez peut-être quand même proposer à vos clients de mettre de l'or ou des dérivés de métaux précieux dans l'épargne longue. Il faut savoir que le Chinois, il commence à épargner de l'or dès le jour de sa naissance. Enfin, la famille met de l'or dans le berceau. C'est la même chose en Inde. Vous recevez de l'or à tous les anniversaires, vous en recevez lors du mariage, etc. Et d'un seul coup, qu'est-ce que nous dit la Chine? Bah, les bons du trésor, c'est peut-être pas aussi costaud que l'or. Les bons du trésor, notamment américains, européens, tout ça. Peut-être qu'on serait bien inspiré de mettre quelque chose d'un peu plus stable, de moins volatile dans l'épargne des futurs retraités chinois. L'Inde va probablement faire à peu près la même chose. Bon, en Inde, il n'y a pas de système de retraite, hein. Donc, l'épargne retraite, c'est de l'or. En Inde, c'est simple, hein. C'est l'or. Tout ce qu'on a pu accumuler. Et j'ai l'impression que ça risque, comme on dit, de faire des émules et que de plus en plus, les pays appartenant aux BRICS vont de moins en moins accumuler de bons du trésor américain ou de bons du trésor européen et vont accumuler de plus en plus d'or comme réserve de valeur stable. Donc ça, je dirais que sans que ça fasse vraiment partie de la géostratégie, je pense que ça envoie quand même un sacré message, c'est que aujourd'hui, même si on n'a pas décidé de remplacer le dollar comme monnaie commerciale,
on a quand même décidé de le remplacer par autre chose. Et là, les Américains n'y peuvent plus rien. Pour ceux qui n'ont pas encore d'or, qui n'ont pas encore acheté d'or, j'imagine que c'est le moment ou jamais de le faire. Bah, l'or, il vient de passer en 2008, il vient de passer 2009. Alors évidemment, c'est le plus haut historique. Moi, je me rappelle qu'en 2000, 2007 ou 2008, l'or était à 1200 et on l'a vu à 1200 et on l'a vu à 1900. Alors, il pouvait paraître cher à 1300, puisque c'était son record historique. N'empêche qu'après, quand on l'a vu à 1900, on pouvait se dire que ceux qui avaient acheté 1300 avaient bien joué. Bah, aujourd'hui, peut-être que ceux qui achètent à 2900, ça peut paraître peut-être audacieux. Si ça vaut 4000 mi-2026, ben, peut-être que c'est encore le moment d'en acheter. Alors, je rappelle quand même juste qu'aujourd'hui, le coût de production moyen de l'or, il tourne autour de 1600 $. C'est un prix moyen. Et ça veut dire qu'à 2500 ou 2900 dollars l'once, il y a beaucoup plus d'or qui aujourd'hui devient rentable pour ceux qui souhaiteraient le produire. Et on ne va pas produire de l'or à 2005 si on se dit la hausse de l'or s'arrête dans 3 mois, hein. Parce qu'avant de mettre une mine, etc., ou de la remettre en service, ça prend du temps. Mais si vous êtes convaincu que la Chine, l'Inde et les BRICS vont continuer d'accumuler de l'or et qu'il va y avoir une demande comme celle qu'on observe aujourd'hui et que cette demande ne va pas faiblir, eh bien, je pense que les des conglomérats miniers ont de beaux jours devant eux. Autrement dit, acheter de l'or probablement s'il s'en va à 4000, ce qui en termes de proportion est la même chose que d'aller de 1200 à 1900, partir de 2007 pour aller à 4002, et que ben, les sociétés minières, ça peut aussi peut-être être mis en portefeuille parce que ben, il va y avoir une explosion de la rentabilité. Voilà. Je Très pense bien. que je réponds de façon positive. Oui, si la Chine, l'Inde et tous les pays des BRICS décident que l'or est vraiment la vraie valeur de réserve, que l'épargnant chinois, indien, indonésien, etc., se dit que lui aussi veut plus de bons du trésor américain et veut encore moins de bons du trésor européen. Bon, ben voilà, moi je dis oui, oui, effectivement, l'or a de beaux jours devant lui. Charles, est-ce que vous auriez peut-être un message adressé à nos lecteurs, un conseil à leur apporter? Le constat est assez sombre, la situation elle est vraiment assez alarmante. Et qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui à leur place? Quels sont les conseils que vous appliqueriez aujourd'hui pour faire face à cette situation qui est quand même très tendue? Face à cette situation qui est très tendue, il y a plusieurs, il y a plusieurs éléments, à mon sens, à prendre en considération. Le premier élément à prendre en considération, il dépend évidemment de votre situation personnelle. Vous êtes en situation d'activité professionnelle ou vous êtes retraité. Si vous êtes retraité, vous avez intérêt à mon sens, hein, c'est ce que je ferais si c'était mon cas, et évidemment en fonction du patrimoine de chacun, etc. Mais vous avez plutôt intérêt à vendre les grandes villes et à vous installer physiquement dans un endroit où c'est beaucoup moins coûteux de vivre pour pouvoir vous libérer des marges de manœuvre et anticiper une chute, à mon sens, inéluctable des pensions de retraite dans les mois et années qui viennent, parce que on avait commencé comme ça sur budget. Philippe a dit que dans le budget Bayrou, il y avait 2-3 milliards de moins en réalité pour les retraites que dans le projet de budget Barnier qui avait été censuré. Et Philippe avait raison de le souligner. Mais ça, c'est que le début, hein. C'est que le début. Quand vous avez à ce point-là une perte du contrôle des finances publiques, à un moment donné, nous allons devoir, vous savez, l'eau, ça mouille, le feu, ça brûle, et on ne peut pas durablement dépenser plus que ce qu'on gagne. Voilà, c'est comme ça, hein. Ça fait partie des murs de la réalité qu'on va se manger. Et donc, c'est tous ceux qui dépendent de la dépense publique qui vont évidemment souffrir le plus dans un premier temps. Et donc, notamment, tous ceux qui sont en situation d'inactivité. Pareil, je dis pas que c'est juste, que c'est pas juste, etc. Ils n'ont pas cotisé toute leur vie, blablabla. Ok, c'est pas le sujet. Une fois qu'il y aura plus de sous, il y aura plus de sous, ils auront plus de retraite, ou en tout cas, ils auront une retraite
ne sera plus forcément indexé, etc. Donc, il est important de se préparer à ça. Donc ça, c'est la première chose que je ferai. Si je suis en situation d'emploi, je prends grand soin de travailler vraiment mon employabilité. Donc notamment, je m'achète des formations, je me paye des formations, j'investis sur moi et je pense que c'est l'investissement le plus rentable, c'est d'investir, c'est que chacun investisse sur soi-même afin d'augmenter, d'améliorer sa valeur et donc de pouvoir augmenter ses revenus ou garantir ses revenus ou son degré de revenu et que faut pas attendre forcément que votre employeur, dans le cadre du CPF, il vous forme en fonction de ce qu'il arrange à une formation Pack Office, Word, Excel et PowerPoint. Vous voyez, c'est pas ça qui va augmenter votre valeur. Donc, il faut que les gens ils aient cette réflexion et la formation, c'est pas forcément gratuit, c'est payant, mais c'est un retour sur investissement qu'il faut regarder. Ça, c'est pour le volet emploi. Pour tout le monde, il y a un volet localisation qui est très important. Prenez en considération l'évolution de l'immobilier, la résilience immobilière. Où est-ce que vous pouvez vivre en sécurité et de manière plus autonome, hein. Donc, il vaut mieux un petit lopin de terre, un jardin, etc., un poulailler, trois poules, un potager, etc., etc. Donc voilà, ça, ce sont des choses qu'il faut penser quand on est en train de vivre un effondrement. Donc, localisation, sécurité, accès aux services. Bon, voilà, tout ça, c'est pour le volet plutôt localisation. Et puis après, il y a le volet placement, hein. Donc, comment je place mon argent. Et là, Philippe a évoqué l'or à très juste titre. Donc, je partage complètement l'analyse de Philippe. Bon, moi, je fais partie, comme Philippe, de ceux qui parlent de l'or depuis des années, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente. Nous sommes favorables à l'achat d'or parce que les fondamentaux économiques font que de toute façon, bah, vous voyez bien que la situation est terriblement, non plus maintenant inquiétante, mais on assiste effectivement à la mise en place de la dernière étape de cette grande négociation, de ce grand partage des richesses, des valeurs, de ce grand monopoly, de cette grande partie de richesse du monde. Hein. La géopolitique est un jeu à mi-chemin entre le monopoly et richesse du monde. Et Philippe a eu raison de vous parler des matières premières qui sont évidemment un des enjeux considérables, notamment de la réindustrialisation américaine. Pour que la réindustrialisation américaine puisse se faire, eh bien, il faut qu'il y ait des matières premières pour les États-Unis. Et puis, pour que l'industrie chinoise puisse continuer, il faut qu'il y ait des matières premières pour l'industrie chinoise. Vous remarquerez que là-dedans, il n'y a rien de prévu pour l'Union européenne. D'accord? Donc, nous, on n'a accès à aucune matière première et on est dirigé par des espèces de glandus qui pensent que c'est une excellente idée, qu'en plus, il faut délocaliser toute notre production à l'extérieur et même nos productions agricoles en Amérique latine, histoire de ne pas polluer l'Union européenne. Ah là, on aura l'herbe la plus verte et la moins polluée de la terre entière. Mais par contre, nous n'aurons rien à vendre et rien à bouffer. Ça, c'est un avenir radieux qui nous est promis en Europe. Si on continue et si on poursuit cette politique, ce qui m'amène au réchauffement climatique rapidement et aux politiques climatiques. Donc Trump annonce la sortie des accords de Paris, etc., etc. Ça, c'est que le début du détricotage des accords climatiques. Vous devez comprendre que produire, c'est dégueulasse. Produire, c'est polluant. On est pour, on est contre, c'est pas le sujet. Produire, c'est polluant. Bon. Et donc, c'est facile de ne pas polluer si on délocalise les usines qui polluent à l'étranger et si on délocalise l'agriculture qui pollue à l'étranger. Et là, on peut se mettre des règles climatiques super élevées et des engagements super élevés parce que, bah, évidemment, on ne fait plus rien de polluant chez nous. Donc, quand on délocalise les pollutions. Mais si vous voulez relocaliser et réindustrialiser, vous relocalisez, vous réindustrialisez avec des pollutions, qu'elles soient agricoles ou industrielles. Et donc, si vous repolluez, vous ne pouvez pas, par définition, respecter les accords de Paris. Donc, tant que on vous dit on va réindustrialiser, la France n'a jamais autant réindustrialisé, mais que vous continuez à vous mettre des engagements climatiques pas possibles, vous êtes sûr que vous ne pouvez pas mettre des usines avec des cheminées qui fument, et donc vous ne pouvez pas réindustrialiser. Donc, l'Europe se trouve dans une situation où effectivement,
En termes de placement, vous n'avez pas intérêt à être surpondéré en euros et en actifs européens. Ça veut dire que l'or, qui est par définition complètement international, vous permet de sortir de l'euro. Donc, encore plus dans cette situation actuelle. Et je vais, par rapport à ce qu'a dit Philippe, introduire juste un élément de réflexion complémentaire, qui est que, alors, sur les fondamentaux à moyen et long terme, je suis complètement sur la ligne de Philippe. Euh, Juste peut-être à court terme, attention à un élément qui pourrait venir perturber les cours de l'or. C'est quoi? C'est justement la politique de réduction des dépenses de Donald Trump. Enfin, donc le Dodge de Musk. Si Musk réussit réellement à réduire significativement les dépenses, alors il pourrait y avoir un attrait pour les bons du Trésor américains qui serait très important. Et donc cet attrait pourrait faire que l'or, à court terme, pourrait connaître soit une petite consolidation, soit une petite respiration, soit une baisse plus ou moins prononcée, dont je n'ai absolument pas idée de l'ampleur et que je suis bien incapable d'estimer. Mais voilà, ça peut, sur le court terme, provoquer un petit repli des cours. Mais c'est pas du tout de nature à affoler un détenteur d'or. En fait, et là pour poursuivre un peu sur ce que disait Philippe, c'est toujours le moment d'acheter de l'or, en fait. C'est-à-dire que Moi, quand l'or est cher, vas-y Philippe, je t'en prie. non, non, je dis, moi, la perspective d'une baisse des taux américains, parce que d'un seul coup, il y aurait un arbitrage, on jugerait d'un seul coup que Nvidia a 25 fois le chiffre d'affaires, Palantir a 70 fois le chiffre d'affaires, ça se paye trop cher et on préfère la sécurité des bons du Trésor. En plus de ça, si on part à la chasse, au gaspillage, très bien. Alors, je dirais quand même que mécaniquement, chaque fois que le prix des bons du Trésor augmente et que leur rendement baisse symétriquement, il n'y a rien de plus favorable à la hausse de l'or et de l'argent qu'une baisse des rendements. Et que la hausse du rendement, on va dire des produits sans risque, hein, comme les bons du Trésor, ça a été, historiquement, ça a toujours été l'ennemi principal de la hausse de l'or. Mais par contre, je suis d'accord avec Charles que, on peut peut-être panacher aujourd'hui, euh, acheter tranquillement de l'or, et peut-être qu'effectivement, les bons du Trésor, aujourd'hui, avec leur 4,5 de rendement, quand les valeurs, les 8 fantastiques, puisque Broadcom maintenant fait partie du club des 1000 milliards, quand les 8 fantastiques offrent moins de 0,5% de rendement et même moins de 0,45, ça veut dire que vous avez sans risque un rendement 10 fois supérieur avec des bons du Trésor. Donc pourquoi pas aller là-dessus? Évidemment, si tout le monde va là-dessus, on va revenir de 4,5 à 4,20 ou voire à 4. Mais même 4, ça restera encore mieux que 0,45 pour des valeurs dont le niveau de valorisation n'a d'équivalent que ce qu'on a connu en l'an 2000. Juste sur cette histoire de relation taux d'intérêt or, Philippe a complètement raison d'un point de vue historique. Pourtant, là, j'ai l'impression qu'on a vécu un moment un peu en rupture avec nos habitudes historiques, justement, où quand les hausses des taux d'intérêt sont importantes, eh bien, l'or a tendance évidemment à baisser. Et c'était exactement ce qu'on avait vécu en 2013 avec une grosse baisse de l'or et les banques centrales qui disaient on va augmenter les taux, on va augmenter les taux, on va augmenter les taux. Et donc l'or baissait, baissait, baissait sur les craintes d'augmentation de taux d'intérêt. Là, nous venons de vivre avec l'épisode guerre en Ukraine, 25 février 2022, et puis en juillet, les premières hausses de taux d'intérêt en 2022 des banques centrales. On a vécu le mouvement de hausse de taux à la fois le plus important, le plus rapide et le plus violent de l'histoire des banques centrales. Et pourtant, dans ce contexte de très forte hausse des taux d'intérêt, l'or a continué à augmenter. Donc, on pourrait tout à fait avoir presque un mécanisme inverse
où paradoxalement, petite, petite, euh, petite facétie par rapport aux statistiques et par rapport aux habitudes historiques, une baisse des taux d'intérêt, mais qui va s'accompagner peut-être d'un retour, d'un moment, si vous voulez. Ça peut durer quelques mois sur un mouvement de spéculation, parce que rien ne dit que Elon Musk et Donald Trump vont durablement réussir à réduire les dépenses, d'accord? Rien ne le dit. Mais si jamais les marchés peuvent croire à quelque chose de massif tout d'un coup, là, il arrive le type. Il est en train de plier les dépenses, 1 000 milliards, 2 000 milliards, 3 000 milliards, incroyable. Bon, et puis on verra à la fin de la foire combien il y a de bouses réellement. Bon. Et donc on peut avoir comme ça un moment dans les semaines qui viennent, un peu vraiment quasiment de deal du siècle ou de spéculation du siècle sur les bons du Trésor américain, qui pourrait être défavorable à l'or pendant quelques mois, mais qui pourrait être très favorable aux épargnants qui nous écoutent. J'aurais tendance, moi, à jouer ce moment et à prendre ce petit risque et en disant, bah voilà, c'est le moment de se positionner sur les bons du Trésor américain. Comme l'a dit Philippe, les actions US sont extrêmement chères. Elles donnent pas beaucoup de rendement. Donc aujourd'hui, j'ai plutôt intérêt à jouer quoi? Bah, la recovery du budget américain dans les 6 mois qui viennent. Et puis après, à vite m'en carapater, parce que c'est pas dit du tout qu'il arrive si bien que ça à terme. Et dans tous les cas, acheter de l'or, effectivement, de manière régulière. Et j'insiste sur ces achats réguliers et récurrents qui permettent de lisser le cours d'entrée et de se prémunir justement de ces fluctuations et de cette volatilité et de ces retours. C'est jamais confortable quand on achète un plus haut. Donc, quand on est sur des plus hauts, ben, on fait des achats fractionnés. C'est en général un conseil dont personne n'a à se plaindre en termes d'efficacité. Et je parle sous l'amical contrôle de mon camarade Philippe. Oui, sinon je te tire dessus à coup de DCA. Oui, Un Exactement. DCA étant la définition, bien sûr, de ces achats fractionnés réguliers que devrait effectivement adopter tout épargnant qui a quelques doutes sur le montant de sa future retraite. bon, merci beaucoup pour ces conseils. On va suivre la situation de très près. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau point sur l'actualité. Donc n'hésitez pas à télécharger le dernier rapport des publications Agora qui se trouve en description de la vidéo. Merci encore à tous les deux et à très bientôt. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo.